Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'USDT et de quelque chose de pas très net qu'ils ont fait. On va aussi parler de Memecoin avec Pepe. Je vais vous parler de plein d'autres choses, Shibarium, piratage sur Balancer. On va parler aussi de la SEC et d'un créateur de contenu NFT. Je vais vous parler de Ethereum aussi. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Commençons par le cours des crypto-monnaies aujourd'hui. Légère baisse, Bitcoin en dessous des 26 000 $, 25 995, Ethereum 1645. On est donc sur des niveaux assez bas depuis quelques semaines maintenant et ça continue. Parlons du coup, juste avant tout ça, d'une fraude ou d'une sorte d'arnaque qui commence à y avoir sur Twitter. C'est ZachXBT qui nous remonte tout ça. Et c'est la petite coche dorée là. Vous savez, c'est ce qui remplace sur Twitter le petit check bleu qui auparavant était uniquement pour les utilisateurs, on va dire vérifiés et connus. Depuis, n'importe qui peut avoir le petit check bleu en payant Twitter Premium, ou j'ai oublié le nom, X Premium. Et il y a eu cette coche dorée qui est censée représenter les organisations réellement vérifiées. Je crois que ça coûte 1000 $ pour avoir la coche et c'est censé être vraiment beaucoup plus crédible. Et en fait là, il y a plein d'arnaques crypto qui ont cette petite coche. Donc il y a des faux comptes Twitter de projets crypto qui lancent des scams, des arnaques sur le sujet. Donc soyez vigilants. Il a appelé Elon Musk, il a tagué Elon Musk pour voir s'il allait réagir. J'ai pas vu de réponse. Mais comme quoi, il faut être très vigilant sur Twitter. Je peux pas vous parler de chaque scam qu'il y a parce qu'il y en a énormément et tous les jours il y a de nouveaux scams et je passerai mon temps à parler de scams. Mais voilà, soyez vigilants. Ensuite, on a Pepe, je vous avais parlé de cette chose pas très nette qui avait circulé sur Pepe, enfin même on savait que c'était bizarre, le wallet multisig de l'équipe avait été en grande partie vidé, et là on a ce qui reste de l'équipe Pepe qui confirme oui, c'est d'anciens membres de l'équipe qui ont pris les 15 millions de $, mais vous inquiétez pas, il reste quelques millions et ceux-là on va bien les protéger. Honnêtement, on n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé, ça pourrait être la même personne qui a tout fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est le risque aussi sur ces Memecoin, on va dire complètement anonyme. Après bon, ça reste les fonds des développeurs, ils avaient peut-être les droits de les bouger au final. Si ils avaient le droit, ça veut dire que c'était pas vraiment lock, donc c'était pas bloqué. Après bon, c'est pas ça qui va non plus changer le cours de PP, même si ça a forcément baissé. Mais voilà, bon, de toute façon on est toujours loin des plus hauts historiques et la grosse baisse était quand même significative. Ensuite, on va parler de Tether, donc l'émetteur de l'USDT. Ils viennent de publier à nouveau leur bulletin, ou plutôt leur attestation régulière qui montre combien d'argent ils ont. Et là, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont 3,3 milliards de dollars de plus que ce qu'ils sont censés avoir. C'est de l'argent que les actionnaires de Tether peuvent retirer potentiellement à tout moment, mais pour l'instant ils les laissent et ça permet de rassurer le marché sur le fait que Tether a suffisamment d'argent pour couvrir l'USDT. Donc ça c'est pas le truc pas net, on va dire. Ça, il aurait été mieux d'avoir des audits, mais voilà, pour l'instant même l'USDT ne fournit pas à ma connaissance d'audit réel, mais juste des attestations. Je pense que ça va venir et je pense dans les prochains mois ou dans la prochaine je dirais 12 mois pour avoir un grand stablecoin qui produit des audits. Même je pense que Paxos le fait, mais je suis pas sûr. Bref, c'est juste mon avis et honnêtement, ça change pas grand chose. Moi, je stocke pas beaucoup de choses en stablecoin, c'est juste temporaire, je vous l'ai déjà dit. Ce dont je voulais vous parler, c'est le CTO de Tether, qui est d'ailleurs le seul à réellement communiquer sur le sujet. Le CEO, on l'entend quasiment jamais. Qui a publié une image où il montre que Tether Energy, donc ils sont en train de produire aussi de l'énergie à partir de l'énergie renouvelable et de faire des sites de minage de Bitcoin. Tether, ils sont très proches du Bitcoin. Il a publié une image, voilà un des sites où Tether génère de l'énergie. Et il a montré voilà une sorte de conteneur avec le logo Tether bien inscrit sur le conteneur. Et les gens ont vu ça et se sont dit tiens, c'est bizarre, ça a l'air quand même d'être photoshopé en fait. Et effectivement, quand on zoome, on peut voir certaines images. On va essayer de zoomer parce que c'est sur une image. Et si vous zoomez, en fait, vous remarquez effectivement que les lettres sont bizarrement, on dirait que c'est juste superposé avec du Photoshop sur les conteneurs. Et ils se sont dit, du coup, peut-être que Tether sont en train de mentir, en fait. Et il a dit,
Oui, en effet. Est-ce que ça a été photoshopé? Bah oui, on a photoshopé l'image parce que on savait que l'image allait être reprise dans plein de sites, sur plein de journaux, etc. Et du coup, on a voulu marketer le truc et profiter de la publicité gratuite, on va dire. Mais ils disent, ça n'empêche que c'est vrai, et on n'a pas mis le vrai logo de Tether Energy sur les conteneurs pour des raisons de sécurité. On n'a pas envie d'être attaqué, que ça soit noté partout, Tether. Et c'est vrai que les grandes sociétés crypto font ce type de choses. Elles n'affichent pas partout la localisation de leur data center. Même les grandes entreprises françaises ou européennes, il y en a beaucoup qui cachent l'endroit où se trouve leur data center réellement. Je sais qu'Amazon, par exemple, on n'a pas le lieu géographique exact et l'adresse exacte de leur data center. C'est pour des raisons de sécurité. Et la Tether dit c'est pour cette raison qu'on veut faire pareil. Il aurait juste été bien d'avoir cette transparence lors de la publication de l'image, etc. pour éviter ce mini bad buzz qui se sont pris. Et ils ont juste dit le lieu où se trouvait ça, c'est en Amérique latine. On n'a pas de lieu exact, donc ils n'ont pas envie de révéler tout ça. Ils ont dit peut-être plus tard, ils ont juste donné cette vidéo 3D de à quoi cela va ressembler le site pour créer de l'énergie et miner du Bitcoin ici. Hein. Donc c'est bien du minage de Bitcoin. Ensuite, on va parler de Shibarium. Je vous avais parlé de Shibarium et du fait qu'ils avaient eu des problèmes au lancement de cette solution de niveau 2 Ethereum de l'écosystème Shiba. Finalement, ça a été réouvert, c'est bon, on peut déposer, on peut retirer, ça prend quelques jours en fonction du token à retirer, mais c'est fonctionnel, ça utilise les roll-up, hein, la technologie classique qu'on a pu voir un peu partout. Et enfin, ils ont réussi à sortir quelque chose qui fonctionne. Après, voilà, on a vu les nombreux bugs, donc à vous de voir si vous avez confiance dans l'équipe de développement ou pas. Moi, honnêtement, je trouve que c'est pas très honnête ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu juste admettre leur erreur et ne pas dire que non, c'est parce qu'il y a eu trop de demandes qu'on a complètement raté le lancement. C'est parce qu'ils ont sous-dimensionné les choses qu'il y a eu un problème. Ensuite, on va parler de Balancer. Je vous avais dit qu'il y avait une faille de sécurité qui a été trouvée sur Balancer et heureusement l'équipe a su réagir à temps pour protéger plus de 99% des montants qui étaient impactés. Et là en fait c'est ce qui reste, le petit pourcentage qui reste qui a été impacté, et ça a été volé. Il y a eu plus de 2 millions de dollars qui ont été volés sur ces pools de liquidité. Balancer avait bien notifié les gens en leur disant veuillez retirer ce que vous avez sur la liquidity pool, on peut pas le faire à votre place. C'est pour ça qu'ils ont publié tout ça, donc ils l'ont publié, mais après c'était un peu la course entre les personnes pour retirer leur liquidité et les hackers pour trouver la faille et l'exploiter. Malheureusement, les hackers ont gagné cette course, mais ça reste un petit pourcentage de toutes les valeurs qui étaient impactées. Même si, en fait, eux, ils avaient dit que c'était environ 600 000 $ au plus qui étaient impactés, et au final, on se rend compte que ça reste quand même plus. On est à 2 millions de dollars, mais ça reste, on va dire, négligeable par rapport à toute la somme qui aurait pu être volée si la faille avait été trouvée directement par un Black Hat. Ensuite, petite news un peu média crypto. Vous connaissez peut-être BitBoy Crypto, c'est l'un des plus gros youtubeurs crypto anglophones. Il a créé un peu une chaîne et même plusieurs chaînes, plusieurs émissions, etc. Et là, il va disparaître de sa chaîne. Pourquoi ils ont cité un certain nombre de raisons. Il a replongé dans la drogue, il a aussi causé des dégâts émotionnels, physiques, financiers aux employés de la chaîne. On n'a pas plus de détails, mais bon, on va dire qu'il part pas en bon terme. Est-ce qu'il est toujours propriétaire de la chaîne? Moi, je pensais que oui, mais bon. Donc voilà, si vous êtes fan de BitBoy, vous risquez de moins le voir prochainement sur les vidéos. Honnêtement, moi, au niveau youtubeur anglophone, j'aime pas trop BitBoy, même si j'ai suivi au début quand je me suis lancé sur YouTube pour voir justement qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui marchait. Mais je préférais clairement Coin Bureau. Je trouve que ses vidéos sont beaucoup plus intéressantes, même si je les regarde beaucoup moins en ce moment. Mais clairement, entre les deux, Coin Bureau pour moi, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Ensuite, parlons de deux derniers sujets. C'est premièrement la SEC qui s'attaque à un créateur de contenu pour des NFT qu'il a mis en vente. Il a levé des fonds en fait avec des NFT et c'est bien sûr, enfin ça a été considéré comme des securities. C'est un très gros YouTuber. On parle de Tom Bilyeu, Impact Theory. Il a plus de 3,5 millions d'abonnés sur YouTube, plus de 1000 vidéos. Il a récolté 30 millions de dollars auprès d'une centaine d'investisseurs en vendant ses NFT et en promettant d'une manière ou d'une autre que le succès de la chaîne va faire prendre de la valeur aux NFT.
même s'il n'y avait pas de partage de revenus direct, mais voilà, la SEC a trouvé un lien et ils lui ont dit d'arrêter. Il va payer une amende de 6 millions de dollars. Je pense que de toute façon, il a de quoi la payer vu l'argent qui a été levé. Mais ça montre en fait qu'il y a une sorte de flou juridique autour des NFT en mode security. Jusqu'à maintenant, ils étaient épargnés, ils visaient plus la SEC, les ICO, etc. Là, on voit bien qu'ils commencent à s'attaquer aux NFT et le fait que ce soit un NFT n'épargne pas de toute la problématique et régulation liée aux securities, etc. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a ce sujet qui risque d'arriver. Le projet de loi européen MiCA exclut les NFT, donc il reste ce flou juridique en Europe pour l'instant aussi. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas vu ce type de choses en Europe, mais ça pourrait arriver. Ensuite, nous allons parler d'Ethereum et de quelque chose qui pour moi reste... Ça peut être vu comme une mauvaise nouvelle sur Ethereum, c'est les frais de transaction sur Ethereum qui sont au plus bas depuis 8 mois. On a atteint 2,8 millions de dollars de frais en 24 heures sur la journée de dimanche. C'est quelque chose qui n'a pas été vu depuis le 26 décembre. Ça veut dire en fait qu'il y a moins d'utilisation du réseau principal Ethereum du coup il y a moins de frais qui sont générés, du coup il y a moins d'Ethers qui sont détruits. Du coup, potentiellement, la circulation d'Ethers pourrait augmenter, alors que plus il y a d'utilisation, plus c'est détruit, moins il y a d'Ethers en circulation. Pourquoi c'est pas une bonne chose vis-à-vis de ce que je viens de dire, parce que plus les Ethers sont détruits, mieux c'est. Après, c'est aussi quelque chose qui témoigne de l'utilisation massive des roll-up, des solutions de niveau 2, on en a de plus en plus. Par exemple, on a vu Friendtech, l'application complètement exploser en termes d'usage, mais ça s'est fait sur Base, la solution de niveau 2, Ethereum, et du coup, ça a épargné les utilisateurs du réseau principal d'avoir énormément de frais de transaction, des pics de frais de transaction, parce que ça s'est fait sur le L2, et de toute façon, les transactions sur le L2 finissent par atterrir sur le L1, donc sur Ethereum, mais bien sûr, beaucoup moins que si c'était directement arrivé sur le L1. Bref, je pense que vous m'avez compris, moins d'usage, limite tant mieux, ça fait des frais plus faibles, mais ça fait aussi qu'il y aurait eu beaucoup plus d'Ethers qui auraient été détruits si ça a été fait, si ça avait eu lieu sur le réseau Ethereum principal, le mainnet. Après, on reste quand même toujours sur les 7 derniers jours, sur plus d'Ethers détruits que d'Ethers créés, sur toutes les durées, en fait, même si on regarde sur un jour, si on avait vu sur la journée de dimanche, on aurait bien vu la baisse, mais si on regarde là sur Ultrasound Money, vous pouvez voir sur un jour, sur 5 minutes, bien sûr, ça baisse, sur 1 heure aussi. Sur 21 jours, on a vu cette hausse, voilà, ça correspond à ce dont je vous ai parlé, il y a eu cette hausse dimanche, et après, depuis, on a reconnu cette baisse, vu qu'il y a eu encore de l'usage sur le réseau. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'avais pris une pause hier, ça m'a fait du bien, je sais pas si j'en reprendrai d'autres, je pense que je vais commencer à prendre des pauses, je sais pas, le samedi, le dimanche, ou un autre jour de la semaine, je verrai, mais ça permet aussi de me recharger, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.